Comment implémenter une IA qui sera vraiment utile à votre business? Et j'entends business, je parle de site e-commerce. On va envisager différents use cases, faire un focus sur certaines façons de l'utiliser. Donc Thomas, j'ai entendu tout à l'heure, je suis Philippe Audibert, je suis responsable technique. Et donc Thomas et moi, on partage la direction de cette BU Data IA qui a émergé chez Data Solutions. Exactement. Voilà, donc l'IA au-delà du gadget, on en a parlé toute la journée. Tout le monde connaît aujourd'hui les usages autour de l'IA, notamment des LLM et d'usages qui en sont faits au travers des chats GPT, Gemini, on a entendu parler de tout ça à peu près toute la journée. L'IA générative qui est abondamment utilisée pour générer tout un tas de choses, des contenus intéressants, générer des images, etc. Aujourd'hui, ce sont des use cases sur lesquels on travaille depuis des années. Je pense que ça fait 3 ans qu'on les présente au Data Event sur ce qu'on fait avec l'IA générative. On ne peut pas ignorer toute cette puissance à disposition pour notamment la génération, mais également, on va dire, rechercher des similitudes ou faire des recherches ou faire des analyses dans des masses de données aujourd'hui. C'est une des pistes qu'on va explorer aujourd'hui. J'ai mis en petite illustration une petite application on a fait pour un client, qui est un truc assez sympa, qui est une petite app qui permet de scanner une plante, n'importe laquelle, et à partir de ce scan, qui va aller rechercher sur une base, en l'occurrence une base gérée par l'INRIA et tout un tas d'autres organismes très respectables, et qui va vous retrouver, je pense qu'il y a peut-être 95%, un truc très très important, un taux de matching très important, qui va venir vous remonter, c'est un hortensia de Virginie. Alors là, j'ai pris un pauvre hortensia qui est en train de mourir derrière la fenêtre de mon bureau, mais il l'a quand même repéré, c'est ce qui démontre quand même que c'est assez puissant. Et ensuite, en fait, ce client avait besoin de ça. Pourquoi? Pour éduquer ses vendeurs et s'en servir comme un outil d'aide à la vente. Le client en question, je vais pas le citer, mais il a tout un tas de jardineries dans toute la France. Et ah oui, il y a l'URL, super. Désolé. Et en fait, l'intérêt, qu'est-ce qu'on a fait? On a combiné finalement les capacités d'analyse, de recherche par similitude de ces LLM en allant piocher dans une base qui a été entraînée avec tout un tas de plantes du monde entier, la fameuse base de l'INRIA. Et ensuite, on a utilisé, comme on le fait sur du PIM, sur du e-commerce, sur du content, sur du CMS, etc. depuis des années, on a utilisé un OpenAI de base pour aller générer tous les contenus et remplir une fiche produit. Et en fait, au fil du temps, comme ça, on se fabrique une base de données très très précise qui forcément va aider tous les vendeurs dans ces magasins qui sont pas tous des puits de science sur toutes les plantes. On croit que quand on va dans sa jardinerie, les gens sont tous des experts, etc. Mais là, en l'occurrence, ça va leur permettre de dire, il faut plutôt le mettre au soleil, à l'ombre, faut l'arroser 3 fois par semaine, etc. Toute cette masse d'informations. Et ça va contribuer, ils s'en servent également pour faire du training, faire de la formation sur leurs vendeurs. Bon, c'est un des usages parmi d'autres. Mais voilà, tous ces usages-là, en fait, on les commente, on en parle abondamment depuis toutes ces années sur les data events. Les autres sujets dont on parle également beaucoup, c'est tous les coding assistants, les Claude Code, les GPT, Canva. Maintenant, il y a Codex qui est sorti. Enfin, ça, tout un tas d'outils d'aide à la génération de code qui sont forcément, Jean-Claude en parlait tout à l'heure, utilisés par les équipes de développement pour se faciliter la vie, générer rapidement des POC, générer des structures de code et s'éviter tout un tas de tâches répétitives. Donc tout ça, c'est chouette, mais ça fait un peu gadget encore aujourd'hui. Donc comment on peut aujourd'hui utiliser toute cette puissance, toute cette masse de données phénoménale et toute cette puissance de traitement et d'analyse de données pour faire des trucs vraiment utiles sur du business. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut passer à l'étape suivante. Donc aujourd'hui, une des préoccupations, c'est comment on va enrichir ces LLM qui sont généralistes. On parlait tout à l'heure du SEO, du GSO, etc. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une masse de données, mais une masse de données qui est souvent très généraliste et qui n'est pas forcément adaptée à votre business, à votre métier, etc. Comment on fait pour l'enrichir avec des données d'entreprise? Et tout d'abord, on va revenir un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'un LLM? Je pense que tout le monde a entendu parler des LLM, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un LLM? C'est un modèle qui a été entraîné, qui a absorbé du texte principalement. Large langage modèle, c'est plutôt la capacité à absorber, à générer, à analyser, etc., à savoir faire des réponses ou analyser du texte en langage naturel. Et ça, c'est plutôt bluffant. Et c'est un expert en langage, voilà, il peut répondre à des questions, il peut produire du code, produire du texte, etc. au kilomètre et d'une manière très fluide et très rapide.
Simplement, alors le LLM en lui-même, hein, je ne parle pas des chats et de tout ce qui va autour pour les utiliser, c'est une mémoire figée. Vous prenez un modèle de GPT 4.0 ou 3.5 ou peu importe, etc. Finalement, il a dans sa mémoire ce qu'il a appris au moment où il a été généré, où il a été entraîné. Tout ce qui est arrivé après, il ne le connaît pas. Si vous avez mis une nouvelle page sur votre site du SEO hier, bah, le LLM qui a été publié la semaine d'avant, ou il y a 15 jours, ou il y a un mois, etc., ne va pas connaître ces données-là parce qu'elles sont trop récentes. Voilà. Donc, imaginons qu'on veuille répondre à des use cases, soit en interne, soit pour vos clients. Comment répondre, par exemple, en interne à des bases de documents, comment on peut avoir une réponse intelligente, augmenter de la recherche. Vous avez entendu les conférences d'Algolia et d'Empathie, etc., qui sont exactement dans ces sujets-là. Comment on va indexer des documents en interne pour pouvoir faire des réponses en langage naturel, par exemple, ou alors, tout simplement, vous êtes des e-commerçants, la plupart, c'est comment on va aider un client qui souhaite connaître le produit le mieux adapté à son usage. Ben voilà, je veux faire ça. Vous avez fait des assistants emballage chez vous. Comment j'ai telle problématique, comment je vais faire et comment le LLM va pouvoir m'aider à apporter une réponse intelligente sur un sujet qui est comme un sujet très propre à mon métier, très centré sur mon entreprise, etc. Et avec des données que lui, a priori, ne connaît pas. En tout cas, il ne connaît pas toute la donnée. Alors pourquoi justement le LLM ne va pas répondre? On a parlé mémoire figée, je l'ai dit tout à l'heure. Il ne connaît pas les données, il ne connaît pas vos données privées, il ne connaît pas vos produits spécifiquement, il ne connaît pas vos clients, il ne connaît pas vos usages, etc. Et puis du coup, il y a aussi un petit biais aujourd'hui avec les LLM, où tout le monde en a entendu parler, c'est qu'il y a des risques d'hallucination. Un chat, aujourd'hui, on va lui poser une question. Si on ne lui dit pas dans le prompt, si tu ne connais pas la réponse, ne dis rien ou dis-moi que tu ne sais pas, il va avoir tendance à toujours vous fournir une réponse, à imaginer une réponse, à extrapoler une réponse. Aujourd'hui, c'est un biais qui est quand même un petit peu emmerdant, parce qu'on va lui demander quelque chose d'un peu précis, et il va vous inventer des références ou des trucs, voire même un produit qui n'existe pas. Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc comment on fait pour outrepasser ces limites? Parce que voilà, on disait, un LLM, c'est pas un moteur de recherche. Alors, c'est vrai, c'est plus vrai. Aujourd'hui, tous les outils de chat, Perplexity a été le premier, mais tous les outils de chat maintenant ont vite gommé ce travers en ajoutant, quand vous promptez sur un Gemini ou sur un chat GPT, etc., ils vont faire une recherche dans leur base, et ensuite vous allez voir, il y a un petit prompt qui va vous dire un truc qui va clignoter, recherche sur Internet, et vous allez voir en fait qu'ils vont compléter l'information qu'ils ont dans leur super cerveau avec de l'information qu'ils vont aller collecter sur Internet. Donc ils vont faire naturellement. Mais ça, on parle des chats, de toutes ces interfaces, on va dire homme-machine. Et quand on va utiliser des LLM de manière un peu industrielle, c'est pas assez de chats qu'on va utiliser. On va utiliser des modèles de base qui eux ont pas assez de capacité. Donc comme on le disait, il n'a pas accès aux données de l'entreprise. Et un point important, quand on discute avec un LLM, il y a une notion de mémoire conversationnelle, en fait, une espèce de fenêtre qui définit quelle est la quantité d'informations qu'on va pouvoir lui passer de manière contextuelle. Donc, par exemple, on a un chat avec un support technique sur un site, toute la conversation, tout l'historique, etc., toutes les données qu'on lui j'ai un problème avec tel produit, voilà, ma commande, c'est tel numéro de commande, etc. Tout ça, en fait, à chaque fois qu'on va reprompter, on va devoir lui repasser tout ce contexte. Et tout ce contexte, plus on va emmener d'informations dans ce contexte, plus ça va prendre de la place. Et il va falloir qu'on utilise du coup des modèles avec des mémoires conversationnelles, des fenêtres de contexte qui sont de plus en plus importantes. Comme il n'a pas la mémoire, on va lui repasser tout le contexte à chaque fois. Donc aujourd'hui, un des enjeux sur la mise en place de ce genre d'outils, on en parlera, c'est d'aller trouver le bon modèle, celui qui a la bonne fenêtre de contexte, qui est capable d'ingurgiter suffisamment d'informations. Aujourd'hui, par exemple, les codeurs, au départ, étaient limités. Ils disaient, ouais, j'aimerais bien utiliser un assistant de coding, une IA, mais si je lui passe tout mon projet, je le fais exploser, parce qu'il n'a pas assez de mémoire pour lire tout mon projet. Donc aujourd'hui, les nouveaux modèles, de plus en plus, ont une mémoire conversionnelle qui grossit, etc. Donc voilà, donc ça, c'est un point important. Si vous avez des questions ou des choses... dites-le moi, je suis un petit peu vite. Donc du coup, il faut mettre à jour son modèle, son LLM, puisqu'il ne sait pas tout. Il y a différentes techniques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'elles sont très très complexes de toutes les techniques. On va se focaliser sur une, mais traditionnellement, tous les gens qui étaient des experts en intelligence artificielle, il y en a un là, on continuait à entraîner son modèle, à faire de l'ajustement fin, comme on disait, c'est-à-dire on surchargeait, on amplifiait, on réduisait certains aspects de sa connaissance en rajoutant des connaissances supplémentaires. C'était renforcer, continuer l'apprentissage en quelque sorte.
C'était compliqué, ça prenait beaucoup de ressources. Il y a des gens qui ont inventé un truc un peu intermédiaire. L'ajustement fin est devenu l'ajustement à faible rang. L'idée, c'est de dire, bah voilà, on ne surcharge pas trop tout ce qu'il a appris, mais on vient lui mettre à toute petite dose des petits apprentissages supplémentaires qui vont venir se spécifier. Voilà, et ça va éviter de, en quelque sorte, détruire, parce qu'un des problèmes de la méthode initiale, c'est qu'on pouvait lui faire péter les plombs ou lui faire complètement oublier des choses importantes de son apprentissage initial. On perdait un petit peu toutes ces années ou ces millions de pages qu'il avait ingurgitées. On pouvait, en faisant de l'ajustement fin, simplement complètement écraser sa logique, sa mémoire avec des trucs à nous. Et du coup, c'est malin, on se retrouve avec un LLM qui connaît parfaitement notre métier, mais qui du coup a oublié plein d'autres trucs à côté. Il sait plus parler ou que sais-je. Et enfin, la dernière avancée, et j'ai entendu parler de ça aujourd'hui dans je ne sais pas combien d'ateliers, dans les ateliers sur les moteurs de recherche, dans l'atelier CRM, etc., tout le monde en parle, c'est finalement de combiner une base de données externe et de venir en fait enrichir le prompt ou la question qu'on va poser à un LLM avec un résultat de recherche sur de la donnée qui n'est pas dans le modèle en lui-même. Et je vais expliquer ça un petit peu plus en détail parce que c'est un petit peu complexe. Tout va bien ? Pas hésiter, hein. C'est pas forcément facile de vulgariser en ce moment. Il y a des gens qui sont déjà très avancés sur ces notions. On essaye de rentrer dans le détail et en même temps de vulgariser. Voilà. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, vous aurez le deck après, mais voilà, aujourd'hui, il y a plein de questions qui se posent de dire on va enrichir un modèle, parce que le modèle, il est où ? C'est un modèle en ligne, c'est un modèle qui appartient à ChatGPT, à OpenAI, c'est un modèle qui appartient à Meta, c'est un modèle qui appartient à Google, etc. Enrichir un modèle, super, mais pourquoi je vais aller enrichir un modèle qui ne m'appartient pas ? Il y a un problème de gouvernance de données, etc. Il y a d'autres aspects qu'il faut considérer. On a dit qu'entraîner un modèle, ça prend du temps, ça coûte de la ressource, ça coûte du GPU, etc. Et donc, on a intérêt, si on a une donnée qui change fréquemment, et c'est le cas, par exemple, si on veut avoir un modèle qui s'enrichisse avec des FAQ, avec des réponses à des questions de support technique, du SAV, etc., de pouvoir l'enrichir très rapidement et de ne pas avoir à chaque fois à reconstruire tout le modèle en partant de zéro, ou à pas faire des choses qui vont nécessiter des tonnes de GPU, des machines très coûteuses, etc., et plein de temps. Et donc aujourd'hui, la technologie du RAG permet de combiner un peu tous ces aspects-là, de préserver, on va dire, la confidentialité de vos données, parce que finalement vos données elles restent chez vous, elles sont indexées, etc., en local, et on verra comment. Et en fait, on n'a pas besoin de reconstruire le modèle. Il y a un autre aspect qui m'a frappé quand on dit on enrichit un modèle, c'est super, mais les modèles, il en sort un toutes les semaines. Les nouveaux modèles. Donc c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui ressort, il faut repartir de ce modèle-là et lui réappliquer tout l'apprentissage, etc. On s'en sort pas. Donc on a vraiment intérêt à garder un modèle où on a un modèle de données qu'on peut changer, un LLM qu'on peut changer, et de la donnée locale qui va elle pouvoir changer fréquemment, tous les jours, voire en continu. On va passer, j'en ai un petit peu parlé. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un RAG ? On en a parlé en atelier CRM, on en a parlé dans les moteurs de recherche, etc. Qu'est-ce que c'est que cette bête ? C'est Retrieval Augmented Generation, la génération augmentée par une recherche externe. En gros, on fait un prompt, on va demander quelque chose à un moteur de recherche, et au lieu de un LLM, un chat ou un chose comme ça, et au lieu d'aller uniquement interroger le moteur, il va d'abord interroger nos données en local, il va récupérer une réponse. Et ensuite, il va une réponse la plus pertinente. Et ensuite, il va compléter mon prompt, mon interrogation, en envoyant tout ça au LLM, qui va faire une réponse du coup plus intelligente, qui va combiner. C'est ce que fait Gemini, c'est ce que fait ChatGPT quand ils combinent une recherche Internet à ce qu'ils ont dans leur mémoire quand on leur pose une question. Comment ça fonctionne ? On va aller chercher la donnée dans ses sources de données. Si c'est des documents, dans son SharePoint, si c'est des produits, dans sa base produits, etc. Si c'est dans un CRM, dans un outil ticketing, peu importe, on va aller chercher toutes ces informations. Ensuite, on va les transformer de manière à ce qu'elles soient lisibles. Et je repense à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'atelier SEO, SEA, GSO, etc. On disait que finalement, les LLM se nourrissent des pages web. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la donnée, elle doit être structurée, parce qu'à un moment donné, il y a une étape de chunking, là, il y a des petits ciseaux. En fait, la donnée qu'on va transmettre à l'IA, elle va être découpée en petits morceaux. Et si le découpage, il est un peu idiot, il n'est pas logique, on aura des données qui sont complètement... Par exemple, on va couper un paragraphe au milieu, on va couper une phrase au milieu, ça n'a pas de sens. Donc il faut que le chunking soit intelligent. Donc aujourd'hui, une manière, par exemple, très simple de
découper un texte, c'est s'il est très hiérarchisé, qu'il y a des balises comme sur une page HTML, H1, H2, H3, etc. C'est structuré. Donc du coup, le modèle va être capable de découper de façon intelligente. Donc une manière de chunker, c'est de chunker en respectant une hiérarchie. C'est pour ça que les modèles aiment bien les formats HTML, les formats MD, etc., les choses qui sont très structurées, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a une logique, et on va pouvoir découper le texte de cette manière-là. Ensuite, une fois qu'on aura chunké et découpé en petits bouts, on va appeler un modèle d'embedding. Et là, en fait, il y en a plein de différents sur le marché. Il y en a qui sont capables de gérer de l'embedding de texte, d'images, etc. Et l'idée, c'est d'après aller créer des vecteurs dans une base vectorielle, qui est un format aujourd'hui qui est commun avec le format du LLM. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand quelqu'un pose une question à notre chat de support, par exemple? Le prompt va être découpé. On va faire un embedding, une recherche. On va utiliser la même logique finalement d'indexation pour aller rechercher dans sa base vectorielle, essayer de trouver des documents, des parties de texte, etc., des tickets, des réponses à des FAQ qui vont correspondre à la demande de l'utilisateur. Il y a une étape que j'ai pas mis éventuellement, c'est on va éventuellement ranker, aussi prendre les trucs les plus pertinents, etc. Parce qu'on va pas envoyer, si on a 1000 réponses, on va pas envoyer 1000 réponses au LLM, parce qu'on risque de le faire exploser sa mémoire face à fenêtre de contexte, dont je parlais tout à l'heure. On va faire cette recherche, et ensuite on va combiner le prompt utilisateur, peut-être en lui rajoutant un petit prompt système, en lui disant ce qu'il doit faire des données, etc. On va envoyer ça au LLM pour bénéficier de sa fabuleuse capacité d'analyse, etc. Et la réponse générée, on va la renvoyer à l'utilisateur. Et donc de cette manière-là, on va combiner, et c'est exactement ce qui se passe quand vous êtes sur un Deep Research, maintenant sur un Claude, etc., sur un Gemini, où ils vont faire des recherches Internet et ils vont combiner ce qu'ils ont dans leur mémoire avec le résultat d'une recherche Internet. Dans les cas d'usage, il y en a plein. Je parlais tout à l'heure d'assistant RH, un support client augmenté, une aide au choix de produits. Enfin voilà, on peut imaginer tout un tas de choses où finalement la connaissance de vos données produits, et tout à l'heure Agathe en parlait, ou je sais plus si c'est Clarisse qui en parlait, sur les SOA, c'est pareil, des FAQ, des choses comme ça, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, quand on va enrichir comme ça un modèle, il faut souvent superviser et vérifier et donc lui donner des réponses. Lui dire, voilà, telle question, ça donne telle réponse, telle question, ça donne telle réponse. Et donc des FAQ, c'est un truc génial parce que ça va le nourrir et en même temps, ça va lui donner une espèce de supervision sur son apprentissage. Il va voir qu'à telle question ou à tel document, il a telle réponse en face. Donc aujourd'hui, ça va nous permettre de faire des aides au choix de produits, des supports clients, etc., des choses comme on voit aujourd'hui sur la plupart des sites. On pose des questions sur un produit, est-ce que c'est adapté si je prends l'avion, etc., etc. Voilà, on va pouvoir développer ça assez facilement. Tu veux bien? Très bien. Il me reste? Bon, ça va, il reste un petit peu de temps. Donc ça, c'est top, ça va connecter votre système d'information à des données qui sont pas chaudes, on va dire, mais qui sont un petit peu plus chaudes que les données qu'on va trouver sur le web, mais qui sont des données un peu statiques ou qui correspondent à vos bases de données produits, vos bases de données clients, etc. Maintenant, on peut avoir des cas où on veut connecter un LLM à de la donnée quasi temps réel. Aujourd'hui, on ne va pas le faire avec les mêmes mécaniques. Par exemple, je veux avoir un super outil qui va me gérer une réservation. Et je veux qu'il aille interroger une API ou mon système de réservation pour avoir en temps réel, j'ai interrogé mon élève, je voudrais prendre un avion, donne-moi les vols pour Berlin. Voilà. Donc aujourd'hui, il les a pas dans sa mémoire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait, on va déclarer des outils ou des agents, le terme vous en avez sûrement entendu parler, en lui expliquant que si tu as une question qui te demande les horaires, plutôt que d'essayer de piocher dans ta mémoire ou dans ce que tu connais, interroge tel agent, passe-lui la ville, passe-lui la date de départ, passe-lui la date de retour, etc. Et derrière, on a juste à coder quelque chose qui ressemble fort à une API, finalement, à un agent, à une fonction derrière, qui va venir répondre à cette question. Et l'intérêt, c'est qu'on peut configurer autant de fonctions qu'on le souhaite, à partir du moment où on instruit son LLM en lui disant, voilà, si tu as une question là-dessus, utilise tel agent, tel agent, et tel agent, etc. Donc, grâce à ces agents, et aujourd'hui, il y a un protocole qui est sorti il y a quelques années, fin 2024, je crois, par Claude, qui s'appelle le Model Context Protocol, MCP, qui a permis de standardiser la manière dont on va interagir avec ces outils. Ça va permettre de connecter au SI, d'exécuter des requêtes, de faire des traitements plus intelligents, etc., de combiner finalement l'intelligence du LLM avec votre savoir-faire métier, votre savoir-faire et les capacités que vous avez dans votre système d'information.
Donc c'est quoi le MCP? Claude a sorti ça, je crois que c'était en novembre 2024, mais ça a été adopté par de plus en plus d'autres modèles. Ouais. Et c'est une tentative pour donner un standard de collaboration. C'est-à-dire, bah voilà, à partir du moment où vous avez un serveur MCP qui a une fonction, je sais pas quoi, réservation d'hôtel ou faire une quote sur un produit avec une quantité particulière, etc. Vous pouvez imaginer toutes les fonctions que vous voulez. Finalement, c'est comme si vous exposiez des API dans le passé, dans l'ancien monde ou le monde actuel. Et à partir du moment où vous respectez ce standard, ce MCP, n'importe quel, finalement, IA, n'importe quel chat, n'importe quel consommateur dans ce monde-là va pouvoir venir consommer ces agents. L'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est de dire plutôt que d'espérer que le site va être crawlé et qu'il va être restitué sur une recherche standard, c'est-à-dire pourquoi je ne créerai pas des agents qui vont venir facilement se mettre dans l'écosystème de Claude, dans l'écosystème de Gemini, alors Gemini, je parle de front maintenant, mais ChatGPT, etc. Et de dire, bah, ces agents-là, on va pouvoir les cumuler, les utiliser, s'y connecter. Et puis comme ça, quand on fera des recherches avec un agent, avec un LLM, bah, en fait, il va se connecter à mon MCP, mon serveur, et il va donner une information pertinente à mes futurs clients ou à mes clients. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est d'exposer ces services, en quelque sorte, sur les marketplaces ou ce qui va permettre à les IA de venir les consommer. Ouais. Alors, ce que j'aime bien là-dessus, là, ce qu'on voit, hein, ça fait 2 ans qu'il y a beaucoup d'IA avec ChatGPT, mais on voit depuis 1 an s'accélère le côté protocole, standardisation. Donc ça, c'est super important à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui essaient d'imposer leurs standards, mais qui sont en train vraiment de s'imposer sur certains secteurs. Donc là, on est vraiment sur un virage où techniquement, en tout cas, voilà, j'aimais bien la notion du SBC, effectivement. Ils essaient d'aller très vite là-dessus. Et on va pouvoir en profiter comme des vrais produits qui se normalisent et qu'on pourra intégrer. Et voilà. Je sais pas si ça parle à tout le monde, c'est pas forcément évident pour nous d'expliquer. Voilà, donc l'arme absolue, c'est la combinaison des 3 du LLM pour toutes ces capacités d'analyse, etc., de recherche, et puis éventuellement le RAG pour des données, on va dire des bases de données, des choses sur lesquelles on va pouvoir en amont rechercher. Et les agents, la NCP, tout le monde aujourd'hui parle d'agents, je pense que tout le monde a entendu parler d'IA agentique, etc. On ne parle que de ça. Et donc les agents, c'est quoi finalement? C'est exposer des fonctions des API au travers d'un protocole particulier pour permettre à des IA après, avec de l'autonomie, d'aller utiliser ces fonctions et de faire de plus en plus de choses de manière un petit peu autonome. Donc un agent conversationnel qui est connecté, pose une question. Je souhaite avoir les accessoires compatibles avec la dernière machine que j'ai achetée, par exemple. Imaginons une question comme ça. En fait, qu'est-ce qu'on va faire derrière? L'agent conversationnel, il va analyser la demande. Il va peut-être rechercher dans l'historique des commandes du client. Et il va rechercher les produits correspondants parce qu'il va interroger via le MCP le système d'information qui va lui donner les commandes, mais qui va surtout lui donner la dernière commande, et éventuellement la dernière machine commandée. On peut imaginer qu'il y a une API comme ça. Et derrière, il va aller rechercher, grâce au RAG, les produits qui correspondent à une certaine norme, les produits qui sont compatibles. On peut imaginer d'avoir indexé dans sa base de données tous les produits compatibles avec telle machine, tous les accessoires compatibles avec telle machine. Et donc ensuite, après sa recherche, il va combiner tout ça, il va envoyer une réponse au client, il va dire, voilà la liste des produits qui sont compatibles avec le dernier modèle que vous avez acheté. Et pourquoi pas, est-ce que vous souhaitez passer commande maintenant de ces articles? Est-ce que vous souhaitez que je vous les mette dans votre panier, etc., etc. Donc aujourd'hui, on voit bien que ça peut faire complètement varier la manière dont on va acheter, la manière dont un client va se comporter en avant-vente, mais également en après-vente avec un site e-commerce. Et je pense qu'il y a eu des ateliers aujourd'hui sur les enjeux, l'UI, les nouvelles interfaces utilisateurs, etc., avec des agents conversationnels qui vont un petit peu changer la manière dont on va interagir avec un site. Alors, tous ces sigles-là, tous ces trucs MCP, agents. Il y a également A2A. Google a introduit un nouveau protocole, le A2A, le Agent to Agent, qui permet, pour le coup, plus à un LLM de se connecter à des agents, etc., mais à des agents de se connecter entre eux. Voilà, il n'y a plus de limite aujourd'hui. Les agents peuvent maintenant interagir sans intervention humaine, en appelant d'autres agents, etc., etc. Donc aujourd'hui, la réalité, ça existe déjà. Si vous avez des téléphones récents, il y a ce genre de truc, appelle machin et propose-lui un resto et book une table, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est de dire, voilà, on a un LLM qui va utiliser des agents. Et par exemple, je demande à mon assistant virtuel de m'organiser un déplacement à l'agence de Toulouse avec telle personne et de me prendre le billet. Il va me prendre un billet, il va booker dans l'agenda, etc. Pourquoi? Parce qu'il y aura des agents
qui vont être spécialisés sur le booking, des agents qui vont être spécialisés sur le fait d'interagir avec mon calendrier, etc., etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est la vision de l'IA agentique dont tout le monde parle aujourd'hui et qui va être possible grâce à ces protocoles qui permettent de standardiser les interactions entre agents et entre systèmes d'information, agents, AM, etc. Voilà, j'ai fini ma partie. Vous avez des questions? Ouais. Pourquoi il y a... D'un point de vue technique, il y a une différence fondamentale entre un ChatGPT et un AlphaGo. Et un AlphaGo. Un quoi? AlphaGo, celui qui a battu Chopin. Je ne saurais pas te dire. Aujourd'hui, il y a un petit modèle dédié aux échecs, c'est ça, qui a battu aussi. Voilà, donc aujourd'hui, ils sont très généralistes. Encore une fois, ces modèles-là, ils sont généralistes. Ils ont ingurgité des quantités de données. L'enjeu aujourd'hui, c'est de les spécialiser, ce que j'expliquais tout à l'heure, et de leur faire faire des choses intelligentes. Et voilà, rappelez-vous que c'est pas des vrais cerveaux, c'est pas des vraies intelligences. C'est des masses de choses qui ont été tokenisées, vectorisées, etc. Donc aujourd'hui, c'est des algorithmes, des réseaux de neurones qui permettent de traiter des masses de données, etc. Mais il ne faut pas non plus leur en demander trop. On parlait tout à l'heure d'hallucination, il y a des sujets qui ne vont jamais aujourd'hui être résolus. Et donc, étape 2 de notre présentation. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci pour la question. Voilà. Bon, voilà, effectivement, j'espère que tout ça vous a donné un petit peu de vocabulaire et a permis d'aligner. Il y en a peut-être qui étaient déjà très à l'aise avec ces termes et d'autres moins. En tout cas, derrière tout ça, l'idée de ce qu'on veut faire chez Data Solutions avec nos clients, c'est de rendre l'IA utile, utilisable, et l'intérêt de le faire avec vos données dans votre système d'information, voilà, Philippe l'a dit, c'est aussi de le sécuriser, de vérifier ce qui se passe, d'être en capacité d'expliquer aussi ce qui se passe dans les résultats. Et toutes ces techniques, voilà, sans aller plus loin, permettent en tout cas d'imaginer tous ces cas d'usage. Donc voilà, donc ça commence par vos données, ça va bien au-delà. Voilà, c'est une brique stratégique à notre sens, car pertinente, si nourrie par vos données internes, c'est ce que je viens de dire. Voilà, si on nourrit de vos données internes, on peut imaginer des milliers de cas. Je pense que vous avez déjà des milliers d'idées en tête. Elle peut être, ça va être stratégique car fiable. Si on est connecté à votre récit, à des API à vous, à des systèmes à vous, ça veut dire qu'on peut la rendre fiable. Elle va dépendre aussi de la qualité. Et plus tard, voilà, on va se retrouver avec des cas d'usage probablement proactifs. Tu en as parlé. L'agentique, on parle de e-commerce invisible et d'agentique. On peut vraiment imaginer des choses abouties où on prend le contrôle au cœur de votre récit, pas uniquement voilà, quelque chose qui va répondre au hasard avec des hallucinations. Les techniques et les protocoles commencent à le permettre, voilà, même si tout bouge. Ça, c'est le premier point que je voulais expliquer. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez stratégique dans son SI, et il faut s'y préparer. Voilà, Philippe l'a dit au début, on veut accélérer chez Data Solutions. Moi, je l'ai dit à pas mal d'entre vous, en vrai, je suis avec Data Solutions depuis 2 mois, et je découvre des gens assez incroyables, sur plein de sujets, notamment la technique, le pôle archi. Et l'idée, c'est de créer cette BU Data IA pour que l'IA devienne utile à vous, à vos enjeux e-commerce. Et c'est là-dessus qu'on va s'atteler. Que l'IA, vous avez compris, devienne votre IA avec vos enjeux. En tout cas, qu'on vous accompagne. Le métier de départ qui est au cœur du système, en tout cas de la stratégie et de ce que font très bien Data Solutions et ce que je fais très bien avec Data Solutions, c'est la technique. Et on a vraiment, moi j'ai découvert toutes des équipes en tout cas qui travaillent déjà sur ces sujets. Donc on veut vraiment continuer à le faire et vous aider à intégrer tout ça. Alors, comment maintenant? Comment en profitant de nos experts justement pour structurer tout ça. On a essayé de synthétiser tout ça, mais je pense qu'il y a vraiment 3 choses essentielles à notre sens sur lesquelles on est vraiment pertinent. C'est petit 1, il y a une partie vraiment, vous l'avez compris, données et diagnostic. Il faut vous préparer au passage à l'action. Ça va dépendre des clients. Il y a des clients qui sont déjà très mûrs sur la qualité de données, sur tous ces sujets-là. Mais il y a une étape assez essentielle quand même si vos équipes ou vous, en tant que décideur, vous cherchez vraiment à savoir où on en est sur mes API, mes flux, ma qualité de données que je peux voir à l'œil humain, mais ma qualité de données aussi que je peux aller creuser
et recoupé justement avec toutes ces techniques. Vous avez vu, j'essaie de simplifier, mais dans le système, il se passe des opérations où la façon dont sont opérées et découpées vos données, typiquement, il y a des algorithmes de data science, des choses comme ça qui nous permettent de savoir justement, ok, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Il y avait un invité surprise. Il y a quelqu'un qui perturbant là. Il y a perturbation. Voilà. Donc je pense qu'il y a un premier élément qui est important, c'est que faire un état des lieux, c'est toujours super important pour bien se préparer à passer à l'action. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, voilà, très bien parlé, Philippe. Le RAG d'entreprise, ça permet déjà, si vous voulez déjà capitaliser avec des cas d'usage aujourd'hui qu'on peut déployer hyper facilement de manière hyper fiable, le RAG d'entreprise, ça se déploie. Il y a des petits protos en cours. Voilà, nous on peut agir sur effectivement de l'implémentation de moteurs RAG pour alimenter des LLM, voilà, et avoir des IA capables de répondre, comme on disait en conversationnel par exemple. Il y a des milliers de cas déjà. Ça, c'est ce qu'on voit le plus en ce moment, et il y a beaucoup de petits ou plus gros. C'est quand même étrange. C'est quand je bouge ou voilà. Donc là, voilà. Donc, en tout cas, augmentez votre business, votre e-commerce. Et puis, il y a le troisième, voilà, à un moment donné, si on est plus mature et qu'on se dit qu'on veut, il y a des choses déjà très, très faisables autour du MCP et du A2A. Et des agents connectés. Voilà, connecter en temps réel, faire de la mise en place, ce que on a essayé de vous faire sentir à travers la technique et la présentation de Philippe, c'est qu'il y a déjà beaucoup de protocoles et de normes assez matures pour imaginer des cas. Voilà, alors, il faudra travailler sur la qualité, etc. Mais il y a déjà des choses qu'on peut faire. Vous savez même que vos téléphones aujourd'hui, il y a des Samsung ou autres qui sortent des fonctions un petit peu intelligentes en mode agent sur vos prises de rendez-vous et compagnie. Voilà, ça, si ça peut s'appliquer et qu'en plus on est connecté à votre système d'information, ce qui est un des cœurs de métier de savoir, en tout cas, opérer, architecturer dans ce système d'information client, voilà, sollicitez-nous. En tout cas, c'est vraiment là-dessus qu'on investit et qu'on avance. Voilà, que vous soyez au début de votre chemin ou en phase d'optimisation. On développe déjà des frameworks, des protos, des assets. On accélère sur cette mise en place. Donc, parlons-en. Voilà. On reste humble sur le sujet. On n'est pas Google. On n'est pas en train de dire qu'on va être. Enfin, je ne crois pas qu'on soit Google et on va pas devenir leader de l'IA demain. Par contre, sur ce qu'on sait bien faire, voilà, je pense que vous pouvez continuer à bien faire confiance à Data Solutions. Il y a vraiment des super équipes. Pour répondre à la question de Jean-Claude qui me disait, mais il y a marqué « Contactez-nous ». Il y a un email en bas. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Ça commence, comme disait Thomas, par une introspection peut-être de ce que vous avez chez vous. Nous, on l'a fait, c'est intéressant. Faire ce diagnostic aujourd'hui. Avant, on parlait du Shadow IT, maintenant on parle du Shadow AI. Shadow AI, si on veut parler anglais, on s'aperçoit finalement que tout le monde l'utilise. Donc il faut faire un inventaire précis des usages, etc. Parce que vous avez découvert que vous avez déjà plein de gens, plein de collaborateurs qui l'utilisent, peut-être bien, peut-être pas bien, peut-être sans se soucier des aspects confidentialité, etc. de données. Ça, c'est important. Donc on peut vous accompagner sur la mise en place, soit de ces RAG, soit de ces solutions agentiques. Voilà, et je laisse la main à cette teasing. Sur la conférence de clôture, si vous avez des questions. Il y a des questions ? On peut mettre la musique du coup maintenant, c'est ça. Alors, pour répondre à tes questions, si tu veux comparer des modèles, il y a des trucs très bien. Il y a un LLM board, par exemple, sur un site Velum qui compare tous les modèles avec comment ils ont scoré sur des réflexions plutôt mathématiques, plutôt du raisonnement, combien ils coûtent, quelle est la taille de leur fenêtre de contexte, etc. Combien ça coûte l'interrogation à la minute, au nombre de tokens. Voilà. Il y a des comparatifs. Et en fait, pour chaque type d'usage, il va falloir un petit peu combiner ça, trouver les meilleurs agents pour les meilleurs usages. Donc ça existe, des comparatifs. Et il y a des benchmarks qui existent, etc. Mais il faut rester en veille permanente parce que tous les jours, mais tous les 15 jours, ça évolue. Tous les 15 jours, il y a un nouveau modèle qui sort, une nouvelle version d'un Claude Sonnet 4.0, d'un GPT je sais plus combien, ou renforcé, etc. Donc c'est un sujet qui change. Il n'y a pas de réalité intangible puisque ça change pratiquement toutes les semaines.